Pour ces personnages notoires, la vie sur la voie rapide s'est arrêtée net. Direction les salles d'audience où l'heure de vérité attend ces criminels qui se croyaient au-dessus des lois. Dans le monde de la drogue et des cartels, très peu de personnes arrivent à la cheville de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, tristement célèbre sous le nom de Chapo. El Chapo Guzmán, un baron de la drogue de renommée mondiale, se trouve actuellement devant le tribunal de district des États-Unis pour connaître sa sentence. Prenons place dans la salle d'audience et découvrons la réaction de l'homme considéré comme le plus puissant trafiquant de drogue et chef de cartel au monde à l'annonce de sa sentence. Né à Sinaloa dans une famille d'agriculteurs pauvres, Joaquín El Chapo Guzmán est passé du statut de trafiquant local de marijuana à celui de l'un des barons de la drogue les plus puissants de l'époque. Très vite, il a créé son cartel de la drogue, le cartel de Sinaloa, et s'est hissé au rang de premier baron de la drogue. Il a supervisé la production et la distribution massive de cocaïne, d'héroïne, de marijuana et de méthamphétamine aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de cellules de distribution et de tunnels à longue portée près des frontières. El Chapo était tellement riche et influent que Forbes l'a classé parmi les personnes les plus puissantes du monde entre 2009 et 2013. En fait, les gens l'ont comparé à Pablo Escobar, un autre baron de la drogue influent de Colombie. Cependant, les ennuis ont commencé pour El Chapo lorsqu'il a été impliqué dans le meurtre du cardinal Posadas Ocampo, l'archevêque de Guadalajara, à la suite d'une guerre de territoire entre cartels. Il a été capturé en 1993, accusé du meurtre du cardinal et condamné à 20 ans de prison. Lors d'une évasion qui allait stupéfier le monde entier, El Chapo a soudoyé plusieurs responsables de la prison et s'est échappé de la prison fédérale de haute sécurité où il était incarcéré le 19 janvier 2001. En tant que fugitif, les gouvernements du Mexique et des États-Unis ont offert une récompense combinée de 8,8 millions de dollars pour toute information menant à sa capture. Cependant, il faudra attendre 13 ans avant qu'El Chapo ne soit repris en 2014. Pour le gouvernement mexicain, cela semblait être la fin du règne d'El Chapo, mais une fois de plus, son mépris de la loi n'a connu aucune limite. En 2015, El Chapo Guzmán s'est à nouveau évadé de la prison en empruntant un tunnel creusé par des associés dans sa cellule, dans un geste comparable à celui du célèbre Houdini. Malheureusement, il n'a pas pu échapper aux autorités trop longtemps cette fois-ci, car en janvier 2016, El Chapo a de nouveau été arrêté. Cette fois, il a été rapidement extradé vers les États-Unis, où il a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de complot en vue de la fabrication et de la distribution de drogue, d'utilisation d'armes à feu dans le cadre de crimes liés à la drogue et de gestion d'une entreprise criminelle continue. En septembre 2019, El Chapo a été reconnu coupable des charges retenues contre lui et de son rôle de dirigeant du cartel de Sinaloa. Il a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 30 ans supplémentaires. Le monde s'est arrêté lorsque le baron de la drogue le plus puissant du monde a été filmé en train de pleurer lors de sa condamnation. Alors qu'El Chapo a peut-être versé une ou deux larmes lors de sa condamnation, Jorge Geweld Thomas, l'homme également connu sous le nom de Violence, n'a eu que des sourires pour la caméra. Nous nous rendons à la haute cour du Cap occidental où nous découvrons cette affaire criminelle et assistons à la réaction de l'accusé à sa condamnation. Connu sous le nom de Violence, Jorge Geweld Thomas était le chef présumé du gang des 28, l'un des gangs les plus vicieux du Cap. En fait, Thomas et son gang ont semé la terreur au Cap, laissant derrière eux des traces de meurtres et d'extorsions dans leur tentative de gagner une guerre de territoire avec un gang rival connu sous le nom de Clever Kids. Les 28 avaient tenté à 6 reprises en 2 ans d'assassiner Curtis Esterhuizen, un gangster du gang des Clever Kids. Cette tentative a entraîné la mort de 7 autres personnes avant que Curtis ne soit lui-même abattu en 2010. La plupart des victimes étaient des témoins qui devaient témoigner dans le procès de Thomas pour racket et association de malfaiteurs. Après la mort de ces 7 victimes, Geweld Thomas et 18 autres membres du gang des 28 ont été inculpés de 166 chefs d'accusation, dont meurtre, tentative de meurtre, vol et possession d'armes à feu. À lui seul, Thomas a été condamné pour 53 de ces chefs d'accusation. Même lorsqu'il était derrière les barreaux, il a donné l'ordre d'assassiner plusieurs autres témoins de l'État. Lors de son procès, Geweld a insisté sur son innocence et son avocat, Janos Mihalik, a tenté de dresser le portrait d'un homme emprisonné à tort afin d'alléger sa peine. Selon l'avocat de Geweld, son client ne fume pas, n'a pas de compte en banque et a gagné sa vie en vendant du poisson alors qu'il vivait dans le jardin de sa mère. L'accusation n'a cependant pas tardé à répliquer, rappelant à la cour que Geweld Thomas avait été condamné pour violation de domicile alors qu'il n'était qu'un enfant de 9 ans et qu'il avait été condamné pour la 2e fois pour meurtre à l'âge de 20 ans.
Même lorsqu'il était incarcéré, il passait 1300 appels par mois aux membres de son gang et avait même agressé un gardien de prison, bien que Geved ait prétendu avoir agressé le gardien parce qu'il l'avait agressé sexuellement à la prison de Brandvley. Il a également effrayé les fonctionnaires de la prison pour qu'ils exécutent ses ordres. En juin 2015, Geved a finalement été condamné à 7 peines de prison à vie pour les 7 meurtres qu'il a commis entre 2008 et 2010. Bien que la punition pour ces crimes ait été méritée, le chef criminel n'a montré aucun signe de désespoir à l'idée de passer le reste de sa vie derrière les barreaux d'une prison de haute sécurité. Étonnamment, l'homme que l'on appelle Violence avait le sourire aux lèvres lorsqu'il a reçu sa sentence. Tout comme George Gewel Thomas, Abel Gallegos n'a montré aucun signe de remords lors de sa condamnation, bien qu'il ait brutalement agressé et assassiné une femme. Prenons place au tribunal de district du comté de Jefferson, où les détails de ce crime effrayant sont présentés avant le prononcé de la sentence. Le 5 novembre 2018, le corps de Simone Duran, 28 ans, mère de 2 enfants, a été découvert en train de brûler près d'une benne à ordures à Golden, dans le Colorado. Selon certaines informations, Abel Gallegos, un trafiquant de drogue de 36 ans, Alonso Quintana et René Rosales, avaient pris Simone Duran pour cible après qu'elle eut identifié Quintana lors d'une séance d'identification comme suspect dans le cadre d'une enquête sur une tentative de meurtre qui se déroulait dans un autre comté. Abel Gallegos a commencé à parler à Duran via les médias sociaux et, au début du mois de novembre 2018, les deux ont décidé de se rencontrer dans un endroit de Denver où se trouvait Rosales. Selon les rapports, Duran a quitté la maison avec Gallegos et Rosales et a été attiré dans un parking où les hommes avaient pris rendez-vous avec Quintana. Lorsqu'ils sont arrivés sur le parking, Quintana et Gallegos ont agressé collectivement Duran avant de la placer à l'arrière de leur voiture et de la conduire jusqu'à un terrain vague à Golden. Là, Gallegos et Quintana ont tiré 10 fois sur Duran et ont quitté les lieux. Cependant, Rosales est revenu avec Gallegos et ils ont versé de l'essence sur son corps et y ont mis le feu. Les autorités ont fini par découvrir son corps après que des pompiers aient été appelés sur les lieux à la suite d'appels concernant un feu de brousse. Les 3 hommes ont finalement été arrêtés quelques jours plus tard, Monsieur Gallegos étant déjà en garde à vue pour un délit sans rapport avec l'affaire, avant d'être lié à cette dernière et formellement inculpé pour le meurtre. Il n'est pas surprenant que Gallegos ait commis cet acte effrayant, car il était déjà en liberté surveillée pour un autre crime au moment du meurtre de Duran. Le meurtre serait sa 6e condamnation pour crime, et avant cela, sa liberté conditionnelle avait été révoquée 8 fois. Pour s'assurer qu'il ne sortirait pas cette fois-ci, Gallegos a été reconnu coupable des charges retenues contre lui et a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, assortie d'une peine supplémentaire de 163 ans. Il n'a manifesté aucun remords à l'énoncé du verdict de la Cour, son visage étant un miroir d'impénitence. Loin d'Abel Gallegos, notre prochain accusé est passé du statut de policier à celui de chef d'un important cartel de la drogue. En fait, il était si puissant qu'il figurait sur la liste des barons de la drogue les plus recherchés du Mexique, jusqu'à son arrestation en 2012. Au tribunal de district du Texas, la sentence est en cours pour George Costilla Sanchez, l'un des chefs de cartel mexicains les plus dangereux. George Costilla Sanchez a commencé sa carrière comme policier dans les années 1990. Cependant, entre 1992 et 1995, il a cessé d'être du côté de la loi pour travailler contre elle. Il a commencé à travailler pour des trafiquants de drogue et a même créé son propre réseau d'enlèvement après avoir quitté la police. Peu de temps après, il a attiré l'attention d'Osiel Cárdenas Guillén, alors chef du cartel du Golfe, fortement impliqué dans le trafic de drogue transfrontalier. À la fin des années 1990, Costilla Sanchez est devenu lieutenant et, après l'arrestation d'Osiel, il est devenu le nouveau chef du cartel du Golfe. En 1999, Costilla Sanchez a été inculpé par les États-Unis après avoir menacé, avec d'autres membres de son cartel, de tuer 2 représentants des forces de l'ordre américaines au Mexique. Par ailleurs, il avait déjà été inculpé dans le pays pour trafic de drogue, mais il est resté libre grâce à sa grande influence et à son pouvoir. De plus, ayant travaillé dans les forces de l'ordre, Costilla Sanchez savait qu'il était important d'être évasif, de sorte que peu de personnes, en dehors des cartels, savaient qui il était. Seules 2 photos de lui ont été rendues publiques avant son arrestation. Il aurait également été impliqué dans les meurtres de nombreuses personnes, dont un aspirant politique, un journaliste et d'autres victimes prises dans sa guerre de territoire avec le cartel de Los Zetas. Ce n'est que le 12 septembre 2012 que Costilla Sanchez a finalement été appréhendé sans qu'aucun coup de feu n'ait été tiré. Le 30 septembre 2015, Costilla Sanchez a été extradé vers les États-Unis où il a plaidé non coupable des charges retenues contre lui, à savoir meurtre, trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent.
Après une longue bataille juridique, Costilla Sanchez a finalement plaidé coupable de conspiration pour possession de stupéfiants avec l'intention de distribuer de la cocaïne et du cannabis, en plus de 2 chefs d'accusation d'agression contre des agents fédéraux le 26 septembre 2017. Le 22 septembre 2022, Costilla Sanchez a été condamné à la prison à vie. Il a également été condamné à payer une confiscation de 5 millions de dollars, montant dont il a été jugé qu'il avait tiré profit de son implication dans le trafic de drogue. Après le cas de Costilla Sanchez, nous passons à celui de Lee Rios, un petit chef de gang qui a brutalement mis fin à la vie d'un adolescent de 18 ans. Prenons place au tribunal supérieur de Hampden, à Springfield, où il est sur le point d'être condamné pour le meurtre de Kenneth Lopez. En mars 2015, Kenneth Lopez et Lee Manuel Rios, âgés de 18 ans, ont pris un taxi pour se rendre dans un endroit tenu secret, à l'angle des rues Dwight et Calhoun, dans le nord du Massachusetts. Cependant, le 25 mars, le corps de Lopez a été découvert vers midi avec de multiples blessures par balle. Il n'a pas fallu longtemps pour que le meurtre soit lié à Lee Rios, un membre dangereux des Latin Kings qui se livrait au trafic de drogue et à la violence dans la ville. Selon les rapports, Lopez, qui était également membre du gang, s'est brouillé avec Lopez, sans que la raison en soit précisée. Cependant, Rios a pris la décision de communiquer avec Lopez en lui assurant qu'il voulait simplement arranger les choses. Il s'est même porté volontaire pour aider Lopez à régler un problème avec quelqu'un d'autre. Ils ont décidé de monter ensemble dans un taxi jusqu'à l'angle des rues Dwight et Calhoun, où Rios a brutalement assassiné l'adolescent. Lopez a reçu 5 balles, dont 4 l'ont atteint, 2 fois à la tête. Après avoir abattu Lopez, Rios aurait également emporté l'arme de poing du défunt. Selon le témoignage d'autres membres des Latin Kings, qui étaient au courant du meurtre, Rios était excité à l'idée de tuer Lopez et s'était même vanté de son acte après coup. Finalement, Rios a été reconnu coupable des charges retenues contre lui et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à une peine supplémentaire de 14 à 15 ans pour les charges liées aux armes à feu. L'acte de meurtre insensé de Lee Rios lui aurait peut-être valu d'être emprisonné, mais José Govea Jiménez opérait à un niveau bien plus important. Il était à la tête d'un important trafic de stupéfiants à Columbus. Malheureusement, il était sur le point de découvrir qu'il n'était pas possible de fuir ou de se cacher de la loi. Nous nous rendons au tribunal du comté de Franklin, où la sentence est en cours pour le chef du cartel mexicain qui a supervisé les opérations de drogue à travers Columbus. Pour les non-initiés, José Govea Jiménez semblait être un homme normal d'âge moyen. Pourtant, il n'en était rien. Govea Jiménez travaillait main dans la main avec un cartel de la drogue mexicain pour introduire jusqu'à 100 kilos d'héroïne à Columbus chaque mois et était le chef de file de l'opération de drogue. Les activités de contrebande de Govea Jiménez à Columbus étaient si vastes qu'il faisait entrer de la drogue du Mexique dans l'État pour la revendre sans être soupçonné, alors qu'il disposait d'un visa l'autorisant à ne se trouver qu'à 25 miles au nord de la frontière. Il a également réussi à échapper à la police en menant une vie de reclus, sans aucun antécédent criminel et en vivant à Columbus depuis 17 ans, bien que son visa ait expiré. Govea Jiménez était si insaisissable qu'il changeait régulièrement d'unité de stockage de drogue dans des maisons et des entrepôts situés à Columbus, Hilliard et Lewis Center. Près d'1 an avant son arrestation, une enquête a été ouverte sur ses activités, et c'est à ce moment-là que les autorités ont réalisé qu'elles avaient un chef de cartel qui opérait sous leur nez. Sur les lieux de stockage de la drogue, les inspecteurs ont découvert et saisi 11 armes à feu, ainsi que plus de 20 000 $. Ils ont également saisi environ 25 kilos d'héroïne, dont la valeur marchande était alors estimée à 2,5 millions de $. La police de Columbus a également arrêté 4 autres personnes liées au baron de la drogue. L'une de ces mules a fini par témoigner contre lui lors de son procès pour tenter d'obtenir une peine plus courte. Jennifer Lingui, 33 ans, a déclaré qu'elle achetait souvent de l'héroïne à Govea Jiménez pour la revendre, à raison d'1 à 2 kilos par semaine. Le baron de la drogue du cartel a finalement été reconnu coupable de corruption et de 2 chefs d'accusation de trafic de stupéfiants. Il a été condamné à 21 ans de prison. Bien que Govea Jiménez ait atteint le 3e âge lorsqu'il a fini de purger sa peine, il n'a montré aucun signe de désespoir, de remords ou de culpabilité. Bien qu'il se soit excusé pour ses actes, il n'a pas manqué de souligner que certaines des accusations portées contre lui semblaient exagérées. Dans l'ensemble, M. Govea Jiménez n'a pas été ému par la perspective de passer de longues années en prison. C'est ainsi que s'achève notre voyage dans le monde des chefs de cartel, réagissant aux condamnations à perpétuité. Pour d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans, et je vous attends de l'autre côté.